Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Alors aujourd'hui, nous recevons Maître Jean-Philippe Delsol, qui est avocat. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Vous êtes aussi président de l'IREF, c'est-à-dire l'Institut de recherche économique et fiscale. Exact. Et vous êtes essayiste, et notamment votre livre sur lequel j'espère vous inviter dans une prochaine émission, c'est L'éloge de l'inégalité. Oh là là. Oh là là. Sacrilège. C'est dangereux. Sacrilège. Littéralement sacrilège. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Car l'actualité, c'est quand même encore le problème de la santé, le problème du Covid. Et vous avez publié un certain nombre de documents par l'IREF sur la crise sanitaire vue sous l'angle d'une bureaucratie médicale. Et il est vrai que on a, par exemple dans les hôpitaux, je crois, 35% de fonctionnaires non soignants qui ne sont pas adonnés directement à la fonction thérapeutique. C'est peut-être une des causes des mécomptes que la France a connus dans ce domaine. Je vous pose la question. 35,22%, Oui. pour être précis, selon le dernier recensement. Je pense que les téléspectateurs ne se rendent pas compte exactement. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas trop? Alors pour le savoir, il y a un bon moyen. Regardons ce qui se fait ailleurs. Est-ce qu'en Allemagne, on est moins bien soigné que chez nous? Je crois pas. On est aussi bien soigné, pourtant un coût d'assurance sociale un peu inférieur. Et pourtant, ou pourquoi d'ailleurs on va dire inférieur? Parce qu'il y a en gros pratiquement 50% de plus de personnel administratif dans les hôpitaux français que dans les personnels allemands. On a cité le chiffre de 35,22% pour la France, c'est 24% pour l'Allemagne. Donc, Et à peu près pareil pour l'Espagne et l'Italie. alors aussi. oui, c'est plus faible en Espagne et en Italie. Donc en réalité, l'Allemagne, je trouve, est le pays qui est le plus proche de nous, donc c'est le plus comparable, d'une certaine manière, mais il y a là un vrai sujet, qui n'est pas le seul. Le second sujet, c'est que dans les hôpitaux publics, qui représentent, mettons 80% à peu près des soins hospitaliers en France, ces personnels, pour beaucoup d'entre eux, ont le statut de la fonction publique. Ouais. Ça veut dire quoi, le statut de la fonction publique? Ça veut dire rigidité, ça veut dire un peu moins payé, parfois, pas toujours, mais souvent c'est vrai, moins payé, mais aussi moins actif, moins efficace. Pourquoi? Mais parce qu'il y a l'emploi à vie. Alors je sais bien, là, c'est facile de critiquer parce que ces gens-là sont souvent des gens de qualité. Mais mettez des gens de la meilleure qualité possible dans un statut dans lequel l'objectif n'est pas de trop travailler, mais plutôt de moins travailler, puisqu'il n'y a pas de sanction. Au bout de quelques années, on s'affadit tout seul, même avec la meilleure volonté du monde. Et ça n'est pas une critique des personnes, car il y en a d'excellentes. Mais c'est la fonction qui est mauvaise, c'est le statut qui est mauvais. Et donc, ajoutez le surpoids et le statut, eh bien vous avez des dysfonctionnements. Et je vais ajouter que le statut entraîne le surpoids. Pourquoi? Mais parce que comme on ne peut pas renvoyer les gens, Oui, ceux qui ne sont pas bons, et on en a tous dans nos entreprises, il y a des gens moins bons que d'autres, pas forcément parce qu'ils sont moins bons en soi, mais parce qu'ils ne sont pas adaptés. Dans une entreprise normale, on leur dit, si possible avec ménagement, avec indemnité, on leur dit « Madame, monsieur, ce serait bien que vous alliez trouver quelque chose ailleurs. » On ne peut pas, non. Quand il y a le statut. Donc il faut... Alors, ceux qui sont moins bons, on les met dans des placards, plus ou moins dorés, pas forcément dorés, mais dans des placards, et puis on en embauche d'autres. Ce qui veut dire, donc, statut égale surpoids. Et surpoids égale dysfonctionnement. Jean-Philippe Delsol, est-ce que vous partagez le bilan qu'a fait l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn en disant voilà, il y a 3 réformes qui ont fait beaucoup de mal à l'hôpital. Je la cite, les 35 heures qui n'ont pas été suffisamment compensées par des embauches, l'introduction d'une logique de rentabilité en 2004 avec la tarification à l'activité qui recèle beaucoup d'effets pervers et la réforme Bachelot de 2009 qui a déresponsabilisé les médecins dans la gestion des établissements. Est-ce que vous partagez ce constat ? Alors, je ne partage pas le constat. Je suis content qu'elle ait pris référence de cette manière parce qu'en réalité, je ferais presque le constat opposé. C'est-à-dire qu'en réalité, effectivement, les 35 heures ont été un massacre pour tout le monde, mais peut-être plus encore à l'hôpital. À l'hôpital et d'une manière générale dans les institutions publiques, parce que le statut les empêche de s'adapter.
Alors que dans les entreprises privées, on a trouvé des solutions. Et quant à la rentabilité, je dirais que c'est l'inverse. On ne l'a pas suffisamment introduite. Il ne s'agit pas de dire que l'hôpital doit avoir pour un objectif d'être rentable. Ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est de soigner. Mais on peut lui donner un objectif de soigner avec le meilleur rapport coût-bénéfice. C'est ça l'objectif. Et en réalité, ce n'est pas aujourd'hui l'objectif des hôpitaux publics et c'est dommage. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cet objectif? Alors c'est à mon avis, un deuxième grand handicap de l'hôpital public français par rapport à d'autres systèmes étrangers comme celui de l'Allemagne, des Pays-Bas, d'autres, c'est qu'il n'y a pas de concurrence quasiment. Il est vrai qu'il y a des cliniques privées, mais de toute façon, tout est régi du haut. Tout est régi par les ARS, les autorités régionales de santé, elles-mêmes centralisées, puisqu'en fait, elles reçoivent les ordres du sommet. Oui, et donc, en réalité, tout est centralisé. Les tarifs sont fixés par ces autorités, par le ministère. Les conditions de travail, presque, les conditions de prise en charge, le prix des médicaments, enfin, tout est fixé d'en haut. Et c'est là l'une des grandes maladies du système de santé publique français. C'est que c'est trop centralisé. Comment voulez-vous que... C'est de la planification soviétique. Qu'au sommet, une petite équipe sache tout. C'est juste pas possible. Et comment vous expliquez, Jean-Philippe Delsol, au fond, qu'à l'heure de la crise sanitaire, alors qu'on avait besoin de lits en réanimation, les cliniques n'aient pas été réquisitionnées pour pallier le fait qu'il n'y avait plus de lits dans les hôpitaux publics? Cher monsieur, permettez-moi de vous dire une chose. Pas réquisitionner. Il lui suffit qu'on leur demanda. Oui. Et oui, elles étaient prêtes. Mais rien n'a été... Car en plus, ces cliniques qui avaient des lits de réanimation, pas toutes, mais certaines en avaient, il y en avait des centaines et des centaines, on leur a demandé de ne plus utiliser ces lits et de ne plus opérer. Ce qu'elles ont fait, notamment en mars dernier. Mais pour quelle raison? Et puis ensuite... Pour que ces lits soient disponibles. Mais ensuite, on ne leur a pas demandé d'utiliser ces lits. Et je connais plusieurs cas de cliniques privées ayant des lits de réanimation qui sont restés vides pendant cette période-là. On a cessé de nous dire qu'il y avait une pression sur les lits de réanimation, justement. Mais bien sûr, on a utilisé l'hélicoptère, des trains spécialement adaptés par la SNCF pour transférer les malades atteints de la Covid d'une région à l'autre. Donc le problème, c'est pas forcément la centralisation, c'est carrément le fait qu'il y a l'État qui a une espèce qui est repoussé par le privé, quoi. Alors, il y a ça, mais si vous voulez, c'est bien la centralisation, c'est le Gosplan. Le Gosplan, c'est quelques animaux sauvages au sommet de l'État qui pensent tout savoir et qui vous couchent des équations mathématiques pour vous dire qu'il faut produire ici et vendre là. C'est ça le Gosplan. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Alors je caricature, bien entendu. Et là aussi, ça ne met pas en cause toutes les personnes, car là aussi, il y en a d'excellentes. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne par la subsidiarité. C'est-à-dire que les problèmes, on les rencontre sur le terrain. C'est bien d'avoir des gens qui pensent à organiser globalement, parce qu'il faut aussi penser les choses globalement. Mais on ne peut les penser globalement qu'à partir des besoins du terrain, qu'à partir des réactions. Et il faut aussi laisser non seulement le terrain s'exprimer, mais le terrain s'exprimer chacun à sa manière, de telle manière qu'on puisse voir quelles sont les meilleures solutions. Pourquoi est-ce qu'on a finalement cette fameuse affaire Raoult? Moi, je ne sais pas si Raoult avait raison ou pas. Oui, nous ne sommes pas compétents pour en juger. Je ne suis pas compétent. Mais voilà, c'est ça la question. Quand on est face à une adversité, sans avoir les moyens d'y remédier, sauf à ce que certains moyens mettent en danger de manière dramatique les personnes, laissons chacun utiliser ses moyens et voyons lesquels sont les meilleurs. Et là, on a dit non. C'est l'ARS, au sommet, qui disait non. Non, vous n'utilisez pas la... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Hydroxychloroquine, voilà. Hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine, exactement. Eh bien, non, vous ne l'utilisez pas. Et pourquoi? Très franchement, c'est un médicament qui a été utilisé par 1 milliard de personnes dans le monde chaque année. Et très bon marché. Et à très bon marché. Mais le professeur Raoult, quand même, a pu, au sein de son IHU... Il a forcé le destin. Il n'a pas été empêché. Mais on essaye de le mettre en cause aujourd'hui. Oui. Moi, je ne cherche pas à défendre ou à accabler. J'accable le système. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas laissé des gens ayant une compétence. La compétence du Dr Raoult, elle est ce qu'elle est, mais elle ne peut pas être oubliée. Il a un CV absolument il a un CV hallucinant, même s'il n'est pas tout seul à avoir fait ses recherches. Et heureusement, c'est normal. Il est là. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas laissé travailler à la recherche de la meilleure solution, comme on en aurait laissé d'ailleurs travailler d'autres. Et c'est ça la grande faiblesse
du système de santé français, c'est cette centralisation maximum, cette absence de concurrence et par ailleurs... Absence de subsidiarité aussi. Absence de subsidiarité. Et ce système pyramidal qui fonctionne avec des couches successives de fonctionnaires, d'agents de la fonction publique, qui font remonter lentement et font descendre tout aussi lentement les problèmes et les décisions. Est-ce qu'on sait combien, on en parlait avec Olivier avant cet entretien, combien il y a de strates, d'organisations médicales au sein de l'administration française ? C'est Alors, écoutez, j'avais, au printemps dernier, relevé qu'il y avait une quinzaine d'organisations, dont j'avais cité les noms d'ailleurs dans des articles de l'IREF. Il me semble que vous aviez même dit « Bienvenue aux nouveau-nés », car il y en avait une nouvelle qui venait d'arriver, qui s'est constituée à la suite de cette liste impressionnante. Parce qu'ils ont constitué un nouveau système. Et donc, il y en avait une quinzaine dont les compétences se recoupaient, qui n'avaient pas le même avis, heureusement d'ailleurs, d'une certaine manière. Et en fait, il n'y avait aucun sens à tout ça. Aucun sens. Jean-Philippe Delce. D'où les mécomptes. D'où les mécomptes. Les masques. Les tests. Les tests. Mais prenons l'exemple des masques. C'est un exemple. On va prendre ces deux exemples, puisque vous les citez. Les masques, les tests. Les masques. L'État a dit, je me charge de tout. Interdit de fabriquer des masques sans nous, il faut des normes, Interdit d'en vendre, c'est nous, parce que si vous en vendez, à ce moment-là, vous allez rompre la chaîne que nous organisons. C'était ça au début. Alors, il n'y avait pas de masques, et ceux qui existaient se vendaient à des prix hors de prix. Oui. Voilà, si je puis dire. Et donc, on a le système parfait de l'absence de concurrence et de la centralisation qui nuit au système. Les tests, pareil. Le président de la République, Jean-Philippe Delcel, a lancé cette concertation du Ségur de la santé jusqu'à mi-juillet. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Mais moi, je ne suis pas un spécialiste des organisations de la santé, pour être clair. J'essaye d'avoir du discernement politique, avec des racines philosophiques, si je puis dire. Je pense simplement que, eu égard au constat qu'on vient de faire, une fois de plus, en réalité, on va trouver des solutions qui pourront peut-être mettre quelques cautères sur les jambes de bois de la santé publique française. Mais ça n'ira jamais au fond. Parce que les vraies solutions, elles consisteraient moi, je ne veux pas abolir l'hôpital public, mais favoriser le développement d'hôpitaux associatifs, privés, qui viennent, avec leurs méthodes parfois différentes, concurrencer, c'est-à-dire en compétition, offrir des services différents ou semblables, mais à des coûts peut-être différents. S'ils sont supérieurs et que les gens n'en veulent pas, tant pis pour eux, ils s'adapteront. Les hôpitaux en question. Et s'ils offrent à des services inférieurs, tout le monde sera gagnant. S'ils offrent de meilleurs services, tout le monde sera gagnant. Favoriser la diversité. Et favoriser la liberté dans l'emploi aussi. Il faut absolument supprimer ce statut de la fonction publique, en particulier dans les hôpitaux. Il n'a aucun sens. On peut comprendre un statut de la fonction publique quand il y a des sujétions particulières. L'armée, la police. Oui, il y a des obligations de service. Il y a des obligations de confidentialité, il y a des obligations de rigueur, etc. On peut comprendre quand il y a une indépendance à défendre, les magistrats. Mais les médecins, les infirmières, les personnels de soins d'une manière plus générale, sont-ils moins bons dans le privé que dans le privé ? Ont-ils des obligations particulières dans le privé que dans le public ? Ont-ils des obligations particulières dans le public ? Non. Donc pourquoi un statut de la fonction publique ? Alors nous avons les médecins, les chercheurs, l'industrie pharmaceutique, nous avons les milliards aussi, parce que la France a emprunté sur les marchés internationaux. Nous avons tout ça, et ça donne l'échec de la politique de santé publique. Oui, ça donne un certain échec, parce que je trouve qu'il faut aussi être objectif. On n'est pas mal soigné en France. Ah non, je n'ai pas ce que je dis. Mais dans la crise du Covid, il y a eu quand même des mouvements erratiques. Non, mais elle a été très mal gérée. Elle a clairement été très mal gérée. Dans la crise du Covid, on attendait que les gens soient malades pour les soigner. Alors qu'on aurait pu... Enfin bon. En réalité, la France n'est pas le seul pays d'ailleurs à avoir été dans ce cas-là. J'essaye d'être objectif. C'est vrai que la réalité, c'est qu'on n'avait pas prévu. On connaît l'histoire, on a acheté les masques, on n'en a pas racheté suffisamment, etc. Mais surtout,
En réalité, on a pris des mesures de confinement en particulier, non pas tant pour empêcher le développement de la maladie, mais que pour éviter l'engorgement des hôpitaux. C'est qu'on ne savait plus, au-delà d'un certain niveau, on ne savait plus le soigner parce qu'on n'était pas prêt. Alors, il faut être très prudent dans l'analyse du nombre de lits de réanimation, par exemple, parce que il y a plusieurs catégories de lits de réanimation. Oui, et puis la réanimation a été redéfinie je crois, en février dernier. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais ceci dit, néanmoins, et pour faire court, globalement, avec des lits qui ne sont pas toujours exactement les mêmes, mais qu'on peut aussi transformer, l'Allemagne avait près de 2 fois plus de lits que la France. Pourquoi ? Parce que, et j'en reviens à ce que je disais au début, décentralisation, compétition, liberté. C'était les Länder qui avaient une responsabilité dedans. Les Länder, voilà, les hôpitaux. En réalité, en Allemagne, la santé, effectivement, pratiquement par région, par Länder, ou par plus grande région, et de manière autonome. C'est-à-dire que il y a des... Et puis, alors aussi, il y a depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis les années 2000, beaucoup d'hôpitaux publics qui ont été privatisés en réalité. Alors, nous allons faire une pause parce que de la bureaucratie médicale à la bureaucratie générale, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir en deuxième partie. Parce qu'il y a quand même une chose qui est frappante, c'est que dans cette fameuse crise, l'État a continué de prospérer ou de gagner à grossir en quantité, mais pas en qualité, semble-t-il. Enfin, c'est vous qui nous répondrez sur cette question de la fonction publique ou des effectifs qui continuent de croître, même si, par ailleurs, on en supprime, n'est-ce pas ? Nous allons en parler dans cette deuxième partie. Et, en général, du problème des déficits publics et de la dette, évidemment. Toujours en compagnie de notre invité Jean-Philippe Delseul. En 2020, ce sont les chiffres officiels. Jean-Philippe Delseul, la France est toujours championne d'Europe des dépenses publiques. Ces dépenses, elles représentent plus de 61% du PIB. 62,1. 62,1 exactement. Soit 9 points de plus que la moyenne des pays membres de l'UE. Cette crise sanitaire, en fait, montre toute la poussière que la fonction publique a mis sous le tapis depuis 40 ans, jusqu'au-delà de quel seuil la fonction publique ne pourra plus aller. 100%. À Cuba, c'est 80%. On va changer de régime N'avons-nous pas déjà changé de régime? D'autant plus que, si vous me permettez, je pense que ces chiffres-là, je ne dis pas qu'ils sont faux, mais c'est que, en réalité, on peut les apprécier de différentes manières. C'est vrai que les comparaisons européennes se font sur ces bases-là. Parce que les chiffres pris au niveau d'Europe par l'organisme Intelstat qui gère les statistiques européennes ne prennent pas en compte exactement les mêmes dépenses publiques et n'analysent pas le PIB, le produit intérieur brut, comme on le fait en France. Si on prend les chiffres, moi je prends les chiffres. Alors, le gouvernement a repris ces chiffres et le gouvernement a donné le même chiffre que celui que vous donnez, 62,1. Oui. Ce qui est déjà considérable. C'est déjà considérable, c'est déjà 6 points de plus. On ne va pas dire que c'est confiscatoire, mais... Non, mais pas loin. C'est déjà 6 points de plus que l'année précédente, où elle était déjà très élevée. Donc, vous me dites jusqu'où on va aller, mais malheureusement, on va de sommet en sommet, et on n'est pas encore à l'Everest. Bon. Donc, ce qui est grave, c'est que, en réalité, si on prend les chiffres français, moi, j'ai été prendre, tout simplement, basiquement, les chiffres de l'INSEE. L'INSEE, c'est une agence gouvernementale qui réunit les données économiques et statistiques pour le compte du Premier ministre. Exactement. Bon. Eh bien, si vous prenez les chiffres, que je peux vous détailler si vous voulez, mais les chiffres que l'INSEE a publiés depuis janvier jusqu'à cette mi-avril, 17 avril je crois, les derniers, le produit intérieur brut, d'une part, qui peut changer encore à la marge, parce que peut-être je peux accepter que tous les chiffres de 2020 ne soient pas absolument exacts encore. Et par ailleurs, donc, le montant des dépenses publiques recensées en 2020, les chiffres donnent 66,8%, c'est-à-dire plus des 2 tiers. Nous sommes dans un pays dans lequel plus des 2 tiers des dépenses sont des dépenses de l'État ou des collectivités publiques, au sens global, général du terme. Donc, plus des 2 tiers de notre richesse passent par les mains de l'État, pour être souvent redistribuées au privé. Mais
c'est mouliné, c'est supervisé, c'est contrôlé, c'est centralisé par la fonction publique. Et les résultats ne sont pas forcément résultats, parce que quand on entend le président Macron en off dire on distribue un pognon de dingue sous forme d'aide sociale et les gens ne se sortent pas de la pauvreté. Et c'est exactement l'inverse. En fait, plus les États dépensent, moins ils sont efficaces. Hein, au-delà d'un certain niveau. Vous savez, il y a une sorte de courbe de l'affaire sur les dépenses, on pourrait dire. Hein. Oui, c'est comme ça. c'était celle des impôts, mais ça peut celle être des impôts, mais ça peut être celle des dépenses. dépenses. Nous sommes en rendement décroissant de la dépense publique. Voilà. Quand en réalité, au-delà d'un certain niveau, des dépenses supplémentaires ne sont pas vraiment efficaces. Et parfois même, elles ruinent l'efficacité des dépenses déjà accomplies, actées. Déjà, Donc, en fait, on a été au-delà des seuils. Et il est clair, quand on voit, si vous voulez, depuis 60 ans, alors, comparaison n'est pas raison, corrélation n'est pas toujours juste. Mais quand on voit depuis 60 ans, de décennie en décennie, le niveau des dépenses publiques et le niveau de la croissance, bien, je vais résumer là aussi de manière un tout petit peu caricaturale. Les courbes mais c'est simple. Évoluent en raison Chaque inverse. décennie, c'est 5 points de plus de dépenses, alors entre 3 et 5 de plus, et chaque décennie, 1 point de moins de croissance. Donc les courbes évoluent en raison inverse. Et les courbes évoluent en raison inverse, l'une de l'autre. Et en réalité, je ne dis pas que les dépenses sont les seules causes de cette décroissance. Il y a beaucoup d'autres raisons. L'évolution de la population qui vieillit, oui, par exemple. Bon, la technologie, peut-être, des choses comme ça. Mais ceci dit, c'est quand même une des raisons principales. Et puis, il y a aussi, dans les facteurs qui peuvent expliquer cette croissance, l'AME, par exemple, l'aide médicale d'État, qui n'a cessé d'augmenter cette... 1 milliard à peu près. Oui, on a dépassé le milliard. On a dépassé le milliard. Bon, il y a le coût induit par l'immigration, qui est élevé, qui implique automatiquement, dès le départ, des dépenses sociales. Tout ça, ça joue aussi pour l'augmentation de la dette. Et tout ça, ce sont des dépenses de consommation. Ce n'est pas de l'investissement. L'État n'investit pas plus que l'année dernière, me semble-t-il. Non, l'État malheureusement investit plutôt moins. Et il a des crédits d'investissement qu'il ne dépense pas. Très largement, bien sûr. Absolument. Et pourquoi il ne les dépense-t-il pas ? Parce qu'il est noyé dans ses difficultés et ses dépenses de fonctionnement. Et parce que, là aussi, toujours cette pléthore de la fonction publique. Alors, je vais vous donner un autre chiffre qui est tout de même intéressant pour finir sur votre question avant de revenir à la vôtre. Depuis le début des années 2000, depuis 20 ans, la fonction publique a augmenté de 40%, quand la population n'augmentait que de 2 fois moins. Donc, en réalité, si vous voulez, on a une fonction publique qui augmente à une vitesse 2 fois plus rapide que celle de la population. Qu'elle soit d'État, territoriale ou hospitalière. Fonction publique en général. Hein. Y compris les contractuels, qui augmentent, c'est vrai, en nombre un peu plus vite que les statutaires, ceux qui bénéficient du statut de la fonction publique, mais de manière très modeste. Il n'y a en France environ que 20% de contractuels sur l'ensemble des agents de la fonction publique, contre, par exemple, en Suède, plus de 95%. Mais d'où ça vient, cette mentalité ? Est-ce qu'on est toujours sous l'ère brejnevienne ou pas ? Oui, c'est toujours le Gosplan, bien sûr. Ouais. Non, alors, je vais, si je peux, juste sur ce sujet, donnez-moi mon analyse que je pense assez... Enfin, qui vient des profondeurs. Le vrai problème, c'est que depuis les encyclopédistes et la Révolution française, on pense que... c'est Diderot et Rousseau, hein. Oui. On pense que, en fait, nous devons être gouvernés par la volonté générale. Et que le peuple, la majorité du peuple, exprime une volonté générale qui, et Rousseau le dit clairement, qui ne peut se traduire son intérêt, l'intérêt commun, il dit Rousseau l'intérêt commun qui est devenu l'intérêt général, qu'au travers, finalement, d'agences dédiées à cette volonté générale, la fonction publique. Et donc c'est pour ça que la France s'est dotée d'un outil extrêmement puissant qu'on ne trouve pas à ce degré-là, en tout cas dans les autres pays occidentaux, qui est le droit public,
qui est beaucoup plus important, les fonctions des tribunaux administratifs et du Conseil d'État, par exemple. Il y a un droit pour l'État et un droit pour les citoyens. Il y a un droit pour l'État et un droit pour les autres, voilà. Et d'une fonction publique aussi importante. Et je pense qu'il y a là une sorte d'atavisme très lourd d'hérédité de la France. On ne pourra pas revenir là-dessus, de mon point de vue, tant qu'on n'aura pas réfléchi à cette idée que l'intérêt général n'est pas le monopole de la fonction publique, mais que nous participons tous. TV Liberté participe de l'information, de la diversité d'expression des opinions, c'est-à-dire de l'intérêt général. Comme le boulanger, disait Adam Smith, participe aussi à l'intérêt général, parce que quand on n'a pas de pain, c'est plus important presque que de ne pas avoir de services pour les enfants, pour accueillir les enfants à la sortie de l'école, par exemple. Donc, croissance de la fonction publique en raison inverse de la croissance de la population. Donc, nous devrions être mieux servis, si je puis dire. L'intérêt général devrait être mieux défendu. Et il faut reconnaître aussi que nos concitoyens, surtout à l'occasion de cette crise sanitaire, ont senti comme une protection de la part de l'État. Sa puissance tutélaire les a quelque peu rassurés. Les sondages révèlent quand même ce besoin de protection qui, vous parliez tout à l'heure d'hérédité, qui est aussi dans les gènes culturels de la France. Le président, ce quoi qu'il en coûte, il a été chiffré à peu près 209 milliards d'euros du 31 mars à peu près à nos jours. Comment est-ce qu'on peut penser que ces 209 milliards vont continuer, cette somme va continuer à augmenter? Alors, vous savez, quand une rivière fait son lit profond, elle a de la peine à revenir à son lit antérieur après, parce qu'il est creusé, le lit. Et c'est pareil pour les dépenses publiques. Je crains que, hélas, il soit très difficile de revenir à l'étiage antérieur. On prend des habitudes. Et je vais faire simplement de la répétition d'Alexis de Tocqueville. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Oui. Alexis de Tocqueville, fin de la première moitié du 19e siècle, qui disait déjà que, en réalité, l'État était suffisamment habile pour faire en sorte que les gens attendent sa protection, voilà, qu'ils le lui demandent. La Boétie, 3 siècles encore avant, le disait, la servitude volontaire. Ce sont les citoyens qui sont coupables. Ils tendent la main, mais parce qu'on les a habitués à tendre la main plutôt qu'à exercer, finalement, leur activité avec leurs mains. C'est obéir pour se rassurer? C'est en fait, oui, peut-être un peu, mais moi je pense que ça va au-delà. C'est finalement l'idée que c'est plus facile de tendre la main que de travailler. C'est l'idée que on les a déshabitués à prendre leurs responsabilités. La France a des régimes sociaux qui sont globalement plutôt de qualité, mais qui sont extrêmement onéreux, d'où ce que vous constatiez tout à l'heure. Nous sommes les champions du monde en dépenses publiques. Pourquoi? Mais parce que nos régimes sociaux nous coûtent très très cher, sans que les gens s'en rendent compte, puisque c'est pas eux qui les payent. On prélève sur leur salaire. Mais c'est aussi pour ça qu'ils sont pas très bien payés, par rapport aux Allemands par exemple, ou par rapport aux Américains. Ils sont pas très bien payés parce qu'on leur... Excusez-moi, je vais être vulgaire. On leur pique au passage. Oui. Hein, on leur prélève, on leur appréhende une très large partie sur un revenu moyen. Quelle est la part des charges sociales, CSG, etc., qui revient directement, finalement, au public, aux organisations publiques, avant d'aller dans la poche du salarié, sur un revenu moyen? Eh bien, il faut que le chef d'entreprise donne 2000 pour qu'il y ait 1000 dans la poche. C'est-à-dire, c'est 100% du salaire net reçu par le salarié moyen, qui en fait est payé directement par le chef d'entreprise à la sécurité sociale, la retraite publique, la CSG, RDS pour aller dans les tonneaux des Danaïdes de l'État. Comment vous voyez, Jean-Philippe Delseul, la volonté du chef de l'État de réformer l'ENA, justement? Oui, écoutez, moi, je suis très convaincu que
qu'il faudrait réformer l'ENA et peut-être le supprimer. Alors on nous dit qu'on le supprime, mais dire que l'ENA s'appelle l'ENI, c'est pas le supprimer, c'est juste changer son nom. C'est pas l'ENI d'ailleurs qui vont l'appeler, c'est autre chose. École supérieure je sais pas encore définitivement. Du service public. Oui, c'est ça, oui. Ben, ça veut rien dire. La vraie question, c'est faut-il une école unique, centralisée, pour former les personnels supérieurs, des catégories supérieures de la fonction publique? Moi, je dis non. Je pense que la fonction publique s'enrichirait qu'il y ait des écoles diverses, pas forcément publiques, des écoles privées aussi, qui puissent former les cadres supérieurs de la fonction publique. Dans les entreprises, la richesse, c'est qu'on trouve, dans une belle entreprise française, on trouve à la tête des polytechniciens qui discutent avec des HEC, avec des subdeco, puis avec parfois des F-men. Et des normaliens aussi. Des normaliens, etc. Et parfois c'est cette diversité qui crée de la richesse. C'est cette diversité qu'on a perdue dans la fonction publique. Alors, nous allons faire une nouvelle pause. Nous allons continuer de creuser ce problème, parce qu'il est institutionnel, il est culturel. Et puis, nous évoquerons évidemment un autre problème qui se pose en termes budgétaires, c'est le coût des, je risque le terme, élucubrations vertes. Et y a-t-il une croissance verte? C'est une vraie question, mais c'est surtout une question de dépenses. Donc, avec Jean-Philippe Delsol, maître Jean-Philippe Delsol, qui est avocat, vous êtes président de l'Institut de recherche économique et fiscale, et vous êtes essayiste. Nous parlions de cette extension un peu molle de l'État, qui par ailleurs s'affaiblit sur les questions régaliennes. Car la part du régalien dans la dépense totale est faible. Elle est très faible. Et il est parfois défié dans l'ordre, dans les banlieues, dans le respect de la loi. Bref, il est gros, mais faible. Il est omnipotent, mais impotent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tant de dépenses sociales qu'il n'y a plus place pour les dépenses régaliennes. On le voit très bien au niveau de la justice. Pourtant, il y a eu un effort de justice. Depuis une dizaine d'années, les crédits alloués à la justice ont augmenté de 30% environ. Non, mais c'est pas tant les crédits qui comptent, c'est plutôt l'idéologie qui règne dans les cours. Alors, ce sont deux choses différentes. Vous avez raison, je partage ce que vous dites, mais en fait, il faut les deux. C'est-à-dire que si on veut... il faut plus que les deux, il faut beaucoup de choses. C'est-à-dire que si on voulait une justice différente, et notamment idéologiquement, et ce qui est en train de se passer... Je ne sais pas si c'est le lieu d'en parler, mais c'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Aller dire que quelqu'un ne peut pas être poursuivi pour assassinat parce qu'il était drogué quand il a tué sa victime, c'est dire qu'il n'était pas libre de se droguer. Mais normalement, c'est une circonstance aggravante. Oui. En principe, c'est une circonstance aggravante. Et là, elle est atténuante. Elle est tellement atténuante qu'elle évite la poursuite. Oui. Alors, peut-être que ça va conduire en soins ou autre, mais ceci dit, ça n'a rien à voir. Mais ce que vous disiez sur l'ENA est valable aussi pour l'école de la magistrature. C'est valable aussi, c'est-à-dire que c'est une... Alors, c'est absolument valable pour l'école de la magistrature, qui est un moule unique et très idéologique pour former donc une fonction unique. Au contraire de ce qui se passe, par exemple, alors, le système n'est pas du tout comparable parce que, avec l'Angleterre, la France a un système donc inquisitorial, inquisitoire, pardon, devrais-je dire plutôt, et l'Angleterre a un système accusatoire. C'est-à-dire qu'en France, ce sont les juges, notamment les procureurs ou les juges d'instruction, qui vont poursuivre le travail d'accusation, réunir les preuves, etc. Tandis qu'en Angleterre, ce sont les parties qui vont le faire. Donc c'est complètement différent. Mais ceci dit, si on veut comparer néanmoins ces deux systèmes qui, au niveau de la juridiction, sont assez proches, quant à la formation de la juridiction, on a en Angleterre une grande partie des magistrats qui viennent, au fond, du milieu juridique privé. Ce sont les avocats. En général, ce sont les vieux avocats, quand je dis vieux, pas trop vieux, mais qui, au-delà d'une vie très active pendant 20 ou 25 ans, sont contents, avec leur expérience, d'aller siéger de manière un peu plus paisible quand même dans les tribunaux. Et c'est un enrichissement considérable pour les juridictions. Et puis ils mettent une perruque. Et en plus ils mettent une perruque. Mais en France, ça existe un peu. Il y a quelques voies d'accès, mais totalement marginales. Il est trop compliqué d'ailleurs, donc pour fonctionner bien.
Et donc, en fait, on a quasiment un régime de formation unique pour des magistrats qui sont tous un peu modélisés. Et c'est Charles Gave qui nous rappelait ça il y a peu de temps, qui voyait entre l'ENM, l'École nationale de la magistrature, et l'ENA, une personne à la confluence des deux, qui est Michel Debré, qui a créé ces deux écoles et qui est aussi le rédacteur de la Ve République, même si De Gaulle l'avait déjà élaboré lors de son discours à Bayeux. Est-ce que le problème, c'est Michel Debré? Malheureusement, s'il n'y avait que lui. Je pense que Michel Debré était sûrement un grand homme, mais ceci dit, il a fait beaucoup de bêtises. S'il y avait qu'elle, prenez l'exemple de l'école privée, en fait, il a sauvé et il a détruit à la fois l'école privée. Parce qu'en réalité, il l'a mise sous le boisseau. Pacte de suggestion. Alors certes, il a permis que les enseignants des écoles privées soient payés à peu près des savants, ce qu'ils n'étaient pas. Donc il a probablement permis la survie d'un certain nombre d'écoles privées, mais en les contrôlant de telle façon que dans beaucoup trop de cas, il n'y a plus véritablement de projet catholique spécifique dans ces écoles. Bien sûr. Alors on évoquait l'État et la protection qu'il apportait aux citoyens. Permettez-moi encore de citer Tocqueville, que vous avez cité tout à l'heure. Au-dessus d'eux au-dessus des citoyens s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. C'était quand même bien vu. C'était très bien vu. C'était remarquable. En 1830. C'était remarquable. Alors, la conséquence, c'est que, finalement, une partie de l'opinion aime son État. Je pense que les Français aiment leur État, oui. Je pense qu'ils attendent beaucoup de l'État parce que, en fait, on le disait tout à l'heure, au fond, on leur a appris à attendre de l'État. On leur a appris à recevoir des services gratuits. Je crois que, peut-être que la principale chose que je reproche, moi, à M. Macron, c'est de n'avoir vu de réforme de l'État qu'il avait annoncée que dans cette perspective-là, c'est-à-dire une plus grande encore prise en charge des citoyens. Oui. En fait, alors on peut prendre plusieurs exemples, mais la réforme de l'indemnisation chômage qu'il a mise en œuvre, c'est une réforme en fait qu'il a faite en transformant les cotisations chômage qui étaient payées par les employés en taxes, en CSG supplémentaires notamment. C'est-à-dire qu'en fait, il a supprimé le sens même de l'assurance. Oui, c'est ça. Qui était déjà d'ailleurs bien dilué, mais quand même. C'est plus une assurance. Ce n'est plus une assurance. C'est un impôt. C'est un impôt et un service gratuit. Oui. Or, en réalité, c'est jamais. Un service gratuit est toujours un service très cher. Car quand il est gratuit, ça veut dire qu'on ne fait pas attention à son prix. Et si on ne fait pas attention à son prix, eh bien, on le paye en général beaucoup plus cher que quand on y fait attention. Je vais prendre juste un exemple différent, mais qui est le même, du même ordre. La sécurité sociale, qu'on ne paye pas non plus, puisqu'elle est payée par nos cotisations sociales et par des impôts. Il y a d'ailleurs un tel micmac entre toutes les cases et tous les impôts qui contribuent au coût de la sécurité sociale que plus personne ne peut dire exactement qui paye quoi et pour combien. Mais ceci dit, c'est pas l'assuré qui paye. Et comme c'est pas l'assuré qui paye, il ne fait pas attention à ce qu'il consomme. Alors que si on payait un salaire supplémentaire au salarié, au lieu de lui payer 1000, on lui paye 2000, ce qui est son coût réel. Aujourd'hui, il faut payer 2000 pour recevoir 1000. Il faut que l'employeur paye 2000. Je l'ai expliqué. Mais on demande par contre, obligatoirement, aux salariés de s'assurer. C'est-à-dire de trouver son assurance sociale. On l'aide éventuellement, parce que passer d'un système à l'autre, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vont être perdus. Donc il faut trouver. Mais ceci dit, ils ne sont pas si bêtes les gens. L'État les croit plus bêtes qu'ils ne sont. Quand il faut s'assurer pour leur voiture, ils savent très bien trouver le meilleur rapport qualité-prix pour leur assurance. Et regardez combien la compétition, la concurrence entre les compagnies et mutuelles d'assurance voiture permet d'avoir des tarifs qui vont parfois de 1 à 3. Donc en réalité, ce serait la même chose. Si, par exemple, l'assuré social pouvait dire « moi, je suis d'accord, jusqu'à 20 € par mois, par exemple, de dépenses, c'est moi qui couvre. Au-delà, vous m'assurez. » Déjà, rien que 20 € par mois, ça veut dire que l'assurance, elle pourrait peut-être baisser de 10 ou 20% son coût. Donc il profiterait, l'assuré. Bien sûr. Et comme c'est 20 € à charge pour lui, les 20 premiers euros de médicaments ou de soins chaque mois, il va les éviter. Au lieu d'aller racheter des médicaments alors qu'il en a plein son placard,
il dira je vais d'abord aller voir si j'ai des médicaments qui sont encore valables avant d'aller en acheter d'autres. C'est un petit exemple, mais qui est très réel. Et puis alors, il y a le phénomène aussi de déremboursement qui joue de plus en plus. C'est-à-dire que l'assuré social, et on ne devrait pas parler de sécurité sociale, on devrait parler d'assurance sociale. Mais bien sûr, on devrait. L'assuré social voit qu'il paye de plus en plus, il subit des prélèvements de plus en plus nombreux, mais par contre, un certain nombre de frais ne lui sont plus remboursés. Alors, le truc le plus indécent, c'est la paire de lunettes. Hein. Quand vous êtes remboursé, quand vous payez 5 ou 600 euros votre paire de lunettes et que la sécurité sociale vous rembourse 0,96 euros. Vous savez pourquoi elle vous rembourse 0,96 ? Vous le savez. Vous allez me Je vais vous le dire. Elle vous rembourse 0,96 parce qu'il faut que ce soit remboursé par la sécurité sociale pour être prise en charge par les complémentaires. Et voilà. Donc elle vous paye 0,96 pour que la complémentaire... Parce qu'en fait, le tour de passe-passe de la sécurité sociale, qui était en perte dramatique, et qui continue à l'être d'ailleurs, cette année plus que jamais, évidemment, avec la Covid, comme vous voulez, c'est que l'État macronien d'ailleurs, mais pas que lui, l'État socialiste l'avait fait, déjà socialiste, je dirais, avant lui, l'avait fait, il a obligé les entreprises à couvrir les salariés d'assurances complémentaires, qui n'étaient pas obligatoires précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, il fait payer aux salariés, car quand on dit c'est l'entreprise qui va payer, c'est toujours le salarié qui paye. L'entreprise, elle paye parce qu'elle y est contrainte. Elle y est contrainte, et donc c'est un coût salarial pour elle. Si elle n'avait pas ce coût-là, elle pourrait payer plus ses salariés. Donc en réalité, l'entreprise, donc le salarié, on l'a obligé à prendre, sans qu'il s'en rende compte, car lui, il ne s'en rend pas compte, il reçoit que son salaire net, une assurance complémentaire qui va lui rembourser en partie ses lunettes. Oui. En petite partie, ses lunettes. Sur l'omnipotence et l'impotence de l'État, qu'est-ce que vous redoutez, qu'est-ce que vous attendez quant à cette fameuse transition écologique que les gouvernements successifs se proposent de mettre en œuvre ? Écoutez, l'écologie. Nous sommes tous écologistes, enfin je pense. Oui. Le respect de la nature, on n'a pas attendu les écologistes pour y être attentifs. Au contraire, j'allais dire qu'il est une vertu chrétienne par définition d'ailleurs. Il faut être attentif aux autres, et y compris à la nature vivante et non vivante. Je crois plutôt que l'écologisme d'aujourd'hui, c'est un écologisme de la terreur. C'est l'écologisme qui nous fait peur. Punitif en tout cas. Et qui nous fait peur pour que nous acceptions ces contraintes, parce qu'il est punitif. C'est les deux. Il sème la terreur, nous culpabilise pour nous imposer des nouvelles contraintes et que nous les acceptions. Et en réalité, c'est une écologie qui est une politique de la régression. En fait, il veut que nous vivions au Moyen-Âge. Il rétablit les loups dans les campagnes, ce qui est quand même pas toujours sympathique quand on se promène. Il rétablit les moulins à vent, qui en réalité... Les éoliennes, vous voulez dire ? Je veux dire les éoliennes. Hein, qui sont effroyablement polluantes. Qui sont effroyablement polluantes. Non recyclables. Et on ne s'en rend pas compte. C'est quand il faudra les démolir qu'on s'en rendra compte. Et ça n'est pas provisionné sur le plan financier. Ça n'est pas provisionné. Ils rétablissent, vous avez vu ça, des péages. Les régions maintenant vont mettre des péages sur les camions. C'est-à-dire qu'en fait, on entrave le commerce. On peut continuer comme ça. Mais voilà, c'est ça l'écologie d'aujourd'hui. C'est l'écologie de la décroissance. C'est l'écologie de la régression. Mais on recevait il n'y a pas longtemps Guy de Lafortelle qui nous disait, qui est économiste, qui nous disait que le 21e siècle ne sera pas un siècle de croissance. Donc, il n'est pas écologiste, attention. Non, il n'est pas écologiste du tout. Mais il disait qu'il n'y a pas de croissance verte. Parce il n'y aura même pas de croissance du tout. Quand on passe d'un moteur thermique à un moteur électrique, dit-il, c'est tout. On déploie toujours la même quantité d'énergie d'une autre façon. Ça n'est pas ça qui est créateur de croissance. Alors moi, je ne suis ni technicien, ni scientifique, ni spécialiste d'agriculture. Mais ce que je constate, c'est que les produits bio sont d'ailleurs en décroissance sur le marché aujourd'hui. Oui, il y a un problème là. Il y a une baisse, semble-t-il, depuis un an de 7% du marché des bio. Pourquoi ? Mais parce que ce sont des produits qui sont moins bons, en général, pas toujours, il y a de tout, mais souvent, et qui ne se gardent pas. On les achète, ils sont souvent déjà un peu périmés parce qu'ils n'ont pas été aidés à être conservés. Alors on peut bien nous raconter tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui le bio ne fonctionne qu'à coup de contraintes et d'argent public. Comme les éoliennes, comme les éoliennes d'ailleurs, cette idée d'aller imposer des menus bio dans les cantines, que ce soit scolaires, voire d'entreprise maintenant,
Mais c'est un vrai scandale. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas libre de choisir nos repas dans nos cantines, où qu'on soit? C'est véritablement une atteinte à nos libertés qui est absolument, pour moi, insoutenable. Alors, ceci dit, je suis, pour ma part, et peut-être à tort, plus optimiste que vous. Parce que je crois que la plus grande richesse que nous ayons, c'est l'homme. C'est ce que nous oublions toujours. Il n'y a de richesse que d'homme. Oui. Il n'y a de richesse que d'homme, mais c'est vrai. Jean Bodin. C'est Jean Bodin qui le disait, mais je crois qu'il faut le dire encore autrement. Il y a un monsieur qui s'appelait Simon, qui a fait un bouquin extraordinaire là-dessus. Et en fait, notre grande richesse, c'est l'homme avec sa capacité d'innovation, de réaction, pour aller au-delà de tous les challenges. Pourquoi l'homme existe? C'est parce qu'il a su surmonter les défis qui lui ont été lancés. Sinon, il serait mort. Ça a commencé par la guerre du feu. Ça a commencé par la guerre du feu. Et donc, j'ai la faiblesse de penser que nous gagnerons à cause de cette force-là. Eh bien, voilà une conclusion toute trouvée, dont nous vous remercions, Jean-Philippe Delsol, à la fin de cet entretien. Eh bien, je vous remercie, messieurs. Merci, monsieur. Et nous disons à très bientôt, chers téléspectateurs. À bientôt, Pierre. À bientôt, Et merci Olivier. à vous. Merci, chers téléspectateurs.